Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Patrick Magalaès, j'ai maître Florian Sauvage à mes côtés. Aujourd'hui, vous écoutez un podcast immobilier issu de la collection La Minute du Propriétaire. Vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais également sur YouTube avec tout un tas d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les Français, la donation, l'anticipation de sa succession. C'est parti. Alors Florian, vous rencontrez souvent dans votre quotidien des clients dans votre étude qui s'interrogent sur l'avenir de leur patrimoine, sur la donation, sur la succession une fois qu'ils ne seront plus là. Et vous allez aujourd'hui partager des bonnes pratiques, des bons conseils à nos auditeurs. Exactement. Donc il y a la question fréquente, en effet, comment anticiper la transmission de mon patrimoine. Eh bien, généralement, ça passe par une donation ou un don. Alors, il faut savoir que le Code civil prévoit que les donations relèvent du monopole des notaires. Donc, les notaires sont seuls habilités à recevoir, en effet, des donations. D'accord. Alors, il y a quelques exceptions, et notamment le don manuel. Il est possible tout à fait de donner une somme d'argent de la main à la main ou un objet mobilier à qui l'on souhaite, et généralement ce sont les enfants. L'inconvénient de ce type de donation, l'avantage c'est qu'il est peu encadré, donc on peut le faire facilement finalement en transmettant, en faisant un virement ou un chèque bancaire. D'accord. Il doit être malgré tout déclaré à l'administration fiscale, c'est quand même une condition. C'est quoi le risque si on ne le déclarait pas ? Le risque, c'est un redressement finalement de la part de l'administration fiscale, D'accord. Sachant que ces montants sont généralement plafonnés. On peut donner jusqu'à 100 000 euros à ses enfants ou, avant ses 80 ans, 31 865 euros. En don manuel. En don manuel. Donc ça, c'est en effet le régime de faveur qui relève de l'article 790G du Code général des impôts. Et ça permet en effet d'avoir un abattement finalement supplémentaire qui lui aussi se régénère tous les 15 ans, comme l'abattement général, mais avant 80 ans. Ok, vous parliez d'un risque de faire ça, de donner par exemple la même chose à deux enfants, mais que malgré tout, il pouvait y avoir un risque. Exactement, ce qu'on peut en effet se dire, je donne 30 000 euros à tel enfant, 30 000 autres plus tard à mon deuxième enfant. L'inconvénient de ce type de donation, c'est que ça ne fiche pas les choses dans le temps, c'est-à-dire qu'il y aura des comptes à rendre au moment de la succession en fonction de comment aura été utilisé cet argent par l'enfant. Imaginez, l'enfant 1 reçoive 30 000 euros, il achète une voiture avec cette somme-là. Le deuxième enfant achète un studio à 30 000 euros. La voiture a vocation à perdre finalement de la valeur dans le temps, elle s'amortit, alors que le studio, il pourrait tout à fait prendre de la valeur. Imaginez qu'il vale finalement 60 000 euros au moment du décès des parents. Eh bien, celui qui a fait fructifier en effet cet argent-là devra indemniser son frère de la différence, son frère ou sa sœur de la différence, c'est-à-dire 30 000 euros qui devront finalement être répartis entre les deux frères et sœurs. Ok, donc il y a un vrai risque pour les parents qui pensent avoir fait les choses de façon équitable. Et c'est vrai que quand on n'est pas juriste, on se dit si je donne 30 000 à l'un et que je donne 30 000 à l'autre, tout va bien. Ils ont eu les mêmes chances de faire fructifier de l'argent, de faire ce qu'ils en veulent. Mais au final, si on n'a pas été conseillé, ça peut donner une situation complètement différente, beaucoup plus défavorable à celui qui aura bien investi l'argent, par exemple. Exactement. Et c'est souvent ignoré, ça peut être source de conflit, en effet, au moment de la succession. Donc, quel conseil donner dans ces cas-là ? Il faut se rendre chez son notaire pour établir un acte de donation-partage. Donc, un acte de donation-partage, c'est une donation, au terme de laquelle, en fait, chaque enfant est réputé avoir reçu la même chose, c'est-à-dire, pour l'exemple, la somme de 30 000 euros chacun. Et cette somme de 30 000 euros est figée au jour de l'acte. C'est-à-dire que peu importe comment cette somme d'argent est utilisée, eh bien c'est définitif. On règle la succession de façon anticipée et chaque enfant peut faire fructifier cette somme comme il le souhaite. Ok, donc là, c'est beaucoup plus serein dans le temps. Si nos auditeurs se posent la question, pour un patrimoine, par exemple, de 100 000 euros que des parents voudraient diviser en 3 enfants par une donation-partage, donc avec l'aide de leur notaire qu'on leur conseille, c'est quoi le coût des formalités approximatif ? Alors, tout dépend du bien qui est donné. Donc là, on parle en effet d'une somme d'argent. Donc le coût de la donation est beaucoup plus faible que si vous donniez finalement un bien immobilier, parce qu'auquel cas, il y a des formalités à effectuer au service de la publicité foncière, donc au service des impôts. D'accord. Donc c'est assez coûteux parce que il y a des taxes qui s'appliquent sur la valeur du bien immeuble, la valeur du bien transmis. Alors que si c'est une somme d'argent, il n'y a pas de taxation, hormis finalement l'application des abattements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il faut compter à peu près, je pense, de l'ordre de 2 000 euros, un acte en effet de donation-partage d'argent. Voilà, c'est le prix de la sécurité, la tranquillité d'esprit. Tout à fait. Ok, super. J'aimerais qu'on revienne à l'abattement fiscal. Vous avez cité un chiffre tout à l'heure, vous avez cité un montant, vous avez parlé de 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Sur l'abattement fiscal, en effet, donc, cet abattement fiscal se régénère tous les 15 ans. Donc imaginez, vous avez 50 ans, vous pouvez en effet vous donner 100 000 euros finalement à 50 ans. Vous pouvez tout à fait renouveler l'opération 15 ans plus tard, donc 65 ans, et ainsi de suite. Et ça multiplie les chances en effet d'utiliser cet abattement-là et d'éviter finalement pour vos enfants d'avoir à payer de l'impôt au moment du décès, finalement, si la transmission n'est pas anticipée. Ok, donc plus on s'y prend tôt, notamment si on a un patrimoine immobilier important, immobilier ou un patrimoine à transmettre, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de le faire sans ou avec moins d'impôts. Exactement, tout à fait. Ok, super. Est-ce que vous avez des conseils d'optimisation pour des gens justement qui s'y prendraient tôt, qui se posent la question assez tôt? Comment faire les choses, quoi faire? Eh bien, on peut prendre l'exemple classique d'un couple en effet qui est propriétaire de leur résidence principale, de sa résidence principale, et d'un bien locatif, des comptes bancaires. Donc on peut tout à fait réfléchir à une transmission finalement anticipée du patrimoine immobilier. Mais le danger, c'est que qui dit transmission, qui donne reçoit, et une donation, c'est forcément normalement irrévocable. On ne peut pas revenir dessus, c'est définitif. Donc on pourrait se dire qu'en donnant, je me dépossède de mon patrimoine. C'est un risque. Voilà, c'est un risque. Il y a des garde-fous malgré tout. On peut se réserver finalement l'usufruit de son patrimoine immobilier notamment. Alors qu'est-ce que c'est l'usufruit? Donc le droit de propriété, il est constitué de deux droits, l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, c'est quoi? C'est le droit de conserver les fruits du bien. Donc on peut tout à fait le mettre en location finalement sans avoir à obtenir l'accord des enfants. On perçoit les loyers. Mais ça donne également le droit d'occuper le bien. Bien entendu, on peut rester dans le bien sans que les enfants aient leur mot à dire grâce à la réserve d'usufruit. Ok, donc tant qu'on est vivant, on ne rend pas de compte. Exactement. Tant qu'on est vivant, on ne rend pas de compte. Et les enfants, eux, sont nus propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires en attente, propriétaires finalement du décès de leurs parents. Donc jusque du vivant de leurs parents, ils ne peuvent pas imposer finalement la vente du bien. Ok. Par contre, pour les parents, eh bien, s'ils souhaitent vendre le bien, il faudra malgré tout l'accord des enfants, des nus propriétaires. Donc ça, c'est quand même... quelque chose à savoir au moment où on se lance là-dedans. Exactement, parce que ce n'est pas sans risque, bien entendu. Ok. Après, il y a des garde-fous également, c'est-à-dire qu'on peut prévoir des charges dans l'acte de donation. On peut notamment prévoir que le bien finalement reçu, c'est-à-dire la nue propriété pour les enfants, ne rentre pas dans la communauté, par exemple si l'enfant est marié, eh bien, pour pas que son conjoint ait un droit de regard finalement sur ce bien qui a été transmis finalement par ses parents. D'accord. Eh bien, on l'empêche d'entrer en communauté. Si, par exemple, peu importe le contrat de mariage de l'enfant. C'est ça, en fait, Okay. on vise le cas où l'enfant finalement changerait de régime matrimonial. Imaginez, il est marié sur le régime de la communauté classique, la communauté de biens meubles et acquets, réduite aux acquets, pardon. Et bien dans ces cas-là, les biens reçus par succession ou donation ne font pas partie normalement de la communauté. Par contre, s'il changeait de régime matrimonial, par exemple pour la communauté universelle, s'il n'y a pas de garde-fou finalement dans la donation, eh bien l'enfant pourrait tout à fait apporter la nue propriété reçue dans la donation à la communauté universelle, et auquel cas son épouse aurait des droits finalement sur ce bien-là. Donc c'est pour ça qu'on prévoit des charges. On prévoit également généralement l'interdiction de vendre la nue propriété, bien entendu, sans l'accord des parents. Donc c'est une interdiction d'aliéner qu'on prévoit dans l'acte de donation. Okay. Donc ça protège aussi le donateur. Et pour revenir à notre propos, en effet, concernant l'optimisation finalement de la transmission, alors pourquoi donner la nue propriété? Tout simplement parce que plutôt que de donner finalement un bien qui vale 400 000 euros en pleine propriété, grâce à la réserve d'usufruit, en fait, l'assiette de l'impôt est minorée de la nue propriété. Alors je vais vous illustrer le propos. Imaginez la donation intervienne finalement à 61 ans. D'accord. Eh bien, l'usufruit dans ces cas-là vaut 40%. Donc, c'est-à-dire que l'on transmet que 60% de la valeur du bien à ses enfants. Ok. Et in fine, les enfants auront reçu un bien qui vaut finalement 400 000 euros pour 60% de sa valeur, dans la mesure où l'usufruit finalement s'éteindra au décès des parents sans que ça passe par la succession, c'est-à-dire qu'il s'éteint naturellement pour rejoindre le patrimoine des enfants des nus propriétaires. Donc c'est quand même un gros avantage, et on économise aussi pas mal d'abattements grâce à ce mécanisme. Ok, donc pour les gens qui ont par exemple un seul enfant et donc qui n'ont pas des gros abattements par la multiplication du nombre de parts, si on pouvait le dire comme ça, ou les gens qui ont un gros patrimoine, la nue propriété, c'est vraiment une question à se poser. Exactement, c'est même le meilleur moyen d'optimiser sa transmission et de l'anticiper également, parce que si on attendait le décès, eh bien, malheureusement, ce seraient les règles de l'indivision qui s'appliqueraient, et c'est source finalement parfois de mésentente entre les enfants
en fonction du contexte familial. Ouais, donc plus de complications et plus de frais. Exactement. Ok, vous me parliez aussi d'une autre possibilité d'optimisation, le présent d'usage. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors, le présent d'usage, en effet, c'est assez particulier et c'est un bon outil finalement pour optimiser sa transmission. Le présent d'usage, alors c'est quoi ? C'est par exemple un événement. Lors d'un événement particulier, ça peut être un anniversaire, la réussite d'un examen, eh bien, ça permet de transmettre finalement un bien ou une somme d'argent à son enfant ou à son petit-enfant, sans que ça soit qualifié d'une donation. En effet, dans la mesure où le bien transmis est proportionné par rapport au train de vie finalement de celui qui finalement offre le cadeau, eh bien, ça n'est ni qualifié comme un don, et donc aucune conséquence fiscale ni civile. Ça n'est pas rapportable à la succession. Donc ça permet en effet d'étaler finalement la transmission lors d'occasions particulières. Donc on pense aux anniversaires, on pense aux fêtes traditionnelles et notamment, je le disais, l'obtention d'un examen. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui s'applique notamment pour les grands-parents, petits-enfants. Exactement. Ça illustre bien. Exactement. Ok, super. Alors on l'a vu, Florian Sauvage vient de nous donner quelques infos, notamment sur la nue propriété et toutes les possibilités. C'est là qu'on se rend compte que le conseil à visiter d'un notaire peut être très très utile. En préparant ce podcast avec Florian, on se faisait la remarque qu'on connaît grand public les notaires pour les actes importants de la vie. On les voit des fois pour des choses positives, les mariages et autres, des fois pour des choses plus négative, succession. Mais en tout cas, on attend souvent d'être confronté à un événement important pour aller les voir, alors que leur métier est aussi un métier de conseil. Florian nous le disait en préparation. Donc, ne pas hésiter à aller voir, rencontrer les notaires dans leurs études. Florian, vous m'indiquez que le conseil était gratuit. Offert, tout à fait. Offert, donc ne pas hésiter, c'est la conclusion de ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions qui viennent sur le sujet que vous avez écouté aujourd'hui, vous pouvez les poser en commentaire. On tâchera d'y répondre et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous.